Et vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus en profondeur avec plus de détails. Donc là, on nous dit justement, on descend d'une couche, on va aller voir un petit peu, et on va aller voir, donc séparer les coins, donc les bitcoins dans ce cas-là, en deux positions. Donc d'un côté, ceux qui sont en profit non réalisé et en perte non réalisée, c'est-à-dire qu'en fonction du prix où ils ont été achetés, on va voir s'ils sont en profit ou en perte non réalisée, ça veut dire qu'ils n'ont pas été vendus, on les a achetés à un certain prix, et du coup, actuellement, il y a une plus-value sur le papier des profits non réalisés ou bien des pertes non réalisées, et on va du coup étudier le coût moyen, donc average cost basis, de chacun de ces groupes. Donc on va regarder pour les coins qui sont en plus-value sur le papier, non réalisés et en perte, à combien ils ont été achetés en moyenne, et on va voir que ça nous permet de faire quelques estimations sur justement qu'est-ce qui pourrait se passer en fonction de certains niveaux de prix, comment pourraient réagir ces différents groupes, et du coup qu'est-ce qu'on pourrait attendre pour la suite de notre cycle. Donc on nous dit que le coin moyen en profit, donc le Bitcoin en profit, il a quand même un gain non réalisé de 41 000 $, avec un coût moyen d'approximativement 19 000 $. Donc on va dire que cette figure, ils nous disent qu'elle est un peu pour Bitcoin. Alors Skio, j'imagine que c'est un peu tronqué, enfin un peu, elle n'est pas forcément hyper réaliste parce qu'il y a pas mal de coins qui n'ont pas bougé depuis les derniers cycles. Et il y a alors pas Toshi, c'est peut-être Satoshi, donc le wallet de Satoshi qui a plus d'1 million de BTC, les mineurs qui ont commencé très tôt et les coins perdus. Donc effectivement, le coût de base de 19 000 il est peut-être un peu faussé en ayant beaucoup de coins à la baisse qui n'ont pas bougé et qui ne bougeront peut-être jamais parce qu'ils sont perdus, ou c'est le wallet de Satoshi, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais dans tous les cas, cette figure est peut-être un peu faussée. Et d'un autre côté, on a le coin moyen, donc ceux qui sont en perte actuellement par rapport au prix d'achat. Ils sont en perte, donc on rappelle, au moment où l'article a été publié, aux alentours de 60 000 on était. Et donc là, on a en moyenne une perte non réalisée, donc une perte papier, qui n'a pas été validée, de 5 003 $, avec, donc 5300 plutôt pour être précis, 5.3, et avec une coût moyen d'approximativement 66 000 $, donc des gens qui ont acheté assez récemment, pour le coup, pour avoir ces niveaux de prix-là. Et ces coins sont détenus principalement par les holders short-term, parce que, ça c'est intéressant aussi comme donnée, il y a vraiment très peu en finale de top buyers, donc les gens qui ont fait le top, ceux qui sont rentrés sur la phase euphorique, qui ont fait le top du dernier cycle aux alentours des 60 000 $ justement, il y en a très très peu qui ont holdé jusqu'à maintenant. Donc en fait ça c'est un pattern qui est assez récurrent, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder cette cohorte de holders short term. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est des gens qui arrivent un petit peu les lucioles, non? Ils arrivent quand le prix commence à augmenter, quand on a passé l'ATH, donc c'est là qu'ils rentrent, il faut mot. Et après, il se passe des choses, forcément, donc ça continue de monter ou pas, ou ça se casse la gueule. Mais dans tous les cas, ils ont des réactions assez vives, et on le verra aussi après, parce que c'est des gens qui sont un peu opportunistes, qui arrivent sans forcément trop se former. Ils rentrent dans le cycle pas forcément au bon moment, et du coup, ils sont plus soumis à toutes les émotions. Et donc, il faut quand même regarder un petit peu ce que fait ce côté-là, parce que du coup, ceux qui sont là sur le long terme, ils ont des comportements un peu différents. Et dans ce cas-là, on nous dit que identifier ces métriques, donc le coût moyen des coins qui sont détenus, qui sont en perte et en profit, ça peut nous donner un point potentiel pour vendre, ou justement pour garder les gains qui ont été faits. Donc est-ce qu'ils vont chercher justement ceux qui sont avec un coût moyen 66 000, est-ce qu'ils vont chercher à limiter les pertes? Est-ce qu'ils vont holder? Et aussi ceux qui ont acheté avec un prix plus bas, est-ce qu'ils vont chercher à réaliser ces profits? Parce que là, on parle encore de profits et pertes non réalisés. Donc après, si on nous dit, en regardant le ratio entre les pertes et les profits non réalisés, on peut voir que la magnitude des paper gains, donc les gains sur le papier, traduit littéralement, il y a 8 fois plus plutôt de gains sur le papier que de pertes. Et qu'il y a seulement 18%
des jours de trading, donc des jours où se négociaient les crypto-monnaies qui sont, qu'on le rappelle, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Il y a seulement 18% des jours où les crypto-monnaies et le Bitcoin dans ce cas-là étaient tradés, qui a une valeur plus importante. Et parmi ces pourcentages de jours, tout cela était présent dans une phase euphorique de bull market. Donc là, on a vu qu'on était plutôt dans une phase enthousiaste, donc on n'a pas encore atteint le top. Par contre, ce niveau de profit non réalisé versus ce niveau de perte non réalisé, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus de profit sur papier que de pertes sur papier, et bien historiquement ça correspond à des périodes de bull run, parce qu'on a le cycle de 2017-2018 avec la partie euphorique, hein, pour le coup la partie exponentielle avec le top à 20 000 dollars où tout le monde parlait du Bitcoin, ça y est, là où ça a vraiment démocratisé. Et après, on retrouve la majorité de ces gros profits sur le cycle de 2020-2021, hein, à cheval avec les deux doubles tops. Et très récemment, on a le fameux dépassement de l'ATH avant halving à plus de 70 000. Mais grosso modo, ces périodes avec ce ratio aussi élevé entre les pertes et les profits non réalisés, donc là il y a beaucoup plus de profits, encore une fois, que de pertes non réalisées. Ça correspond historiquement à une période de bull run et la partie pour le coup euphorique, donc la deuxième partie la plus exponentielle du cycle. Donc on est quand même sur des niveaux assez avancés, et dire que le bull run, comme le disent certains parfois, a pas encore commencé, qu'on n'a jamais rien vu, c'est pas forcément le scénario que je privilégierais, notamment face à ces valeurs. Alors on est peut-être sur un nouveau cycle, il y a peut-être encore pas mal de belles choses à venir, mais historiquement, sur plusieurs valeurs, ça nous indique qu'on est quand même sur un cycle avancé. On a vu le MV-RV ratio, on a vu le UPUL, donc Unrealized Profit sur Unrealized Loss. Donc ça, c'est des éléments à avoir en tête pour savoir où on est tout simplement dans le marché, qui est, on le rappelle, l'objet de cette vidéo.